Eh bien, bonjour à tous. Normalement, nous sommes en direct sur la page Facebook de la FFTA Théâtre. Donc, bienvenue à tous les auditeurs, spectateurs de notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, je rappelle qu'on est en direct sur Facebook. On sera en replay sur Réseau Théâtre, donc le réseau social de la Fédération française du théâtre amateur, et sur la chaîne YouTube de la FFTA Théâtre. Donc voilà, pas de raison de louper cette émission hebdomadaire. Donc on poursuit l'aventure là avec des lectures aujourd'hui. Bon, on reviendra aussi à des parcours théâtraux individuels quand effectivement on aura des personnes à inviter. Mais pour l'instant, c'est vrai que les lectures, ça marche pas mal. Donc là, voilà, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Quelques petits mots d'actualité. C'est assez désespérant parce que d'une semaine sur l'autre, on se dit, bon, c'est un peu pareil, quoi. On peut toujours pas jouer, on sait toujours pas quand on va pouvoir remonter sur scène, mais bon, voilà, quoi. Alors, il paraît qu'il y a des grosses réunions en ce moment, là. Le président, le premier ministre, des ministres, des conseillers, des machins, des trucs, pour savoir, pour qu'ils définissent un petit peu la façon de déconfiner, la façon de réouvrir. Alors, on parle beaucoup des restaurants, des cafés, des musées. J'entends très peu parler de théâtre en ce moment. Mais bon, voilà, tout ce qui est restaurant, café, tout ce qui est restaurant, café, ça risque des chances que ça puisse réouvrir à partir de la mi-mai, mais en terrasse, quoi, en extérieur. Donc, je suppose que les théâtres, ça va pas être ça va être guère mieux, quoi, de toute façon. Je vois pas comment au 15 mai, ça pourra rouvrir pleinement en salle. Voilà, donc ça va commencer par une étape où ceux qui ont la possibilité de jouer en plein air pourront le faire, et puis petit à petit, on espère pouvoir rejouer en salle avec de la distanciation, avec des masques pour les spectateurs, etc. Donc voilà quoi. Donc on va continuer à occuper le terrain et à garder la voix pour les comédiens avec nos petites lectures du lundi, du jeudi, du jeudi. Bon, on va commencer Totalement. avec un grand ancien dans l'exercice. Donc, je crois qu'il a été aussi le premier invité pour le parcours théâtral individuel. Donc, c'était en septembre, je crois. Ouais, septembre. Donc, Pascal du théâtre à Rive, donc de Rive, dans l'Isère. Voilà. Écoute, on t'écoute, Pascal, à toi de nous présenter, de nous dire ce que tu as choisi comme texte, de l'auteur, et puis voilà, on Alors, écoute ta lecture. c'est une série de petites histoires, de petits contes humoristico-philosophiques. Il n'y a pas d'auteur parce que c'est de la tradition orale qui a été traduite, enfin qui a été réécrite par différents auteurs, donc j'ai pioché ça dans différents bouquins. Ça met en scène Nasreddin Hoxha, qui est une sorte de personnage fictif du Moyen-Orient, qui est à la fois bébête et en même temps très philosophe. Voilà. Donc toutes les histoires le mettent en scène dans des situations rocambolesques, et à chaque fois, au second ou au troisième degré, il y a une petite réflexion philosophique. Donc j'en ai choisi quelques-unes qui ont toutes comme point commun qu'elles parlent de l'âne de Nasreddin Hoxha. Donc voilà. Alors, le premier, c'est Vêtements perdus. Nasreddin Hoxha traversait la forêt quand il décida d'aller se dégourdir les jambes. Il attacha son âne à un arbre et se débarrassa de quelques vêtements pesants. Puis, il s'enfonça dans les bois. Un voleur survint à ce moment-là qui lui déroba ses vêtements. À son retour, Nasreddin chercha ses effets et ne les trouvant pas, il prit la scène de l'âne et cria à l'animal « Espèce d'idiot, retrouve mes vêtements et je te rendrai la selle !» Deuxième petite histoire, on en reparlera après. Ton âne est cadi à Bostanchi. L'âne de Nasreddin Hoxha s'était encore perdu. Cette fois, il était introuvable. Les jours passaient, le pays en riait. Pour se moquer du pauvre Nasreddin, un plaisantin lui dit « Es-tu au courant? Ton âne est cadi, c'est un juge, cadi à Bostanchi. » Sans s'émouvoir, Hoxha répliqua « Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas sans raison que quand je vous enseignais à vous, il était si attentif dressant ses oreilles. On pouvait déjà comprendre qu'il réussirait dans la vie. » Nasreddin Hoxha se promenait à dos d'âne dans le village. Tout à coup, l'animal, on ne sut pourquoi, prit peur, s'emporta et jeta Nasreddin par terre.
Des gamins qui avaient assisté à la scène se moquèrent de lui. Hodja se releva promptement et dit « Bon, il n'y a pas de quoi rire, hein. De toute façon, je serai quand même descendu à la fin. » Un jour, Nasreddin Hodja monta sur son âne et se mit en chemin vers un village inconnu. Ses amis lui demandèrent « Mais où vas-tu ?»« Je vais à la prière du vendredi. »« Mais on n'est que mardi. »« C'est vrai, mais avec cet animal-là, je ne sais pas si j'arriverai à temps. » Oui. On avait volé l'âne de Nasreddin. Il courut au poste de police pour déclarer le vol. Le chef du bureau de police, après l'avoir écouté, lui dit que c'était très grave et ajouta « Maintenant, dis-moi comment cela s'est passé. »« Si je savais comment ça s'est passé, je ne serais certainement pas venu te trouver, » répondit Hodja. Un voisin était venu demander à Nasreddin Hodja de lui prêter son âne. Celui-ci, qui en avait nullement l'intention, lui dit « Je vais quand même lui demander son avis avant. » Il s'absenta et revint un instant plus tard. « Ah, je regrette, l'âne ne veut pas venir. »« Mais comment est-ce possible ? Mon cher ami, l'âne m'a répondu « Si je vais chez un étranger, non seulement il me battra, mais il dira du mal de toi. Alors c'est impossible. » Une fois de plus, Nasreddin avait perdu son âne. Au lieu de partir à sa recherche dans les collines environnantes, il parcourt les rues du village en criant « Oh, merci, merci, Allah le bienveillant, grâce te soit rendue !» Les personnes qui le rencontrent ne sont pas loin de penser que la perte de son compagnon préféré lui a dérangé les esprits. « Mais Hodja, es-tu devenu fou ? Tu remercies le ciel d'avoir perdu ton âne au lieu d'implorer son aide. »« Mais oh, tête vide !» s'emporta Nasreddin. « Vous ne comprenez donc pas que si j'avais été sur le dos de mon âne, quand il s'est égaré, je serais perdu moi aussi. » Nasreddin est allé au marché et le soir venu, il retourne chez lui. Avant d'entrer chez lui, il jette un coup d'œil derrière la maison, là où il attache son âne d'habitude. Surprise, l'âne n'est pas là, en train de brouter comme d'habitude. « Que se passe-t-il » lui demande un voisin qui le voit embarrassé et agité. « Oh, j'ai l'impression que mon âne s'est enfui. Il faut que j'aille le chercher et par cette chaleur. »« Ton âne ? Mais tu es dessus. » Tiens, c'est vrai, tu as raison, bafouille Nasreddin qui semblait pourtant toujours aussi perplexe. « Eh bien, rentre chez toi à présent au lieu de rester en plein soleil. Qu'y a-t-il donc encore ? Maintenant, il va falloir que j'aille chercher son maître. » Nasreddin était allé faire des fagots en forêt. Il faisait très chaud. Et après avoir accompli son travail, il s'allonge sous un arbre pour faire la sieste. Quand il se réveille, la nuit commence déjà à tomber et il constate tout de suite que son âne a disparu. Il se met à le chercher aux alentours, d'abord et puis de plus en plus loin. Il a beau siffler, appeler, rien. Il fait presque nuit maintenant, il doit se résoudre, très inquiet, et même la mort dans l'âme va rentrer chez lui à bredouille. Au moment d'entrer le village, il rencontre un homme qu'il connaît. « Oh, le salut à toi, Omar. Dis-moi, qu'as-tu fait ce matin ?»« Eh bien, j'ai d'abord fait le tour du marché, ensuite je suis allé à la prière, et j'ai fini ma journée au bistrot avec des amis. »« Tu as rencontré beaucoup de monde alors. Avez-vous parlé de moi ?»« Non, pas spécialement. »« As-tu entendu des gens dire que j'avais perdu mon âne ?»« Ah non, non, pas du tout. »« Tu es bien sûr que personne ne fait courir le bruit que Nasreddin a encore perdu son âne. »« Je n'ai rien entendu de tel. »« Oh Omar, me voilà bien soulagé, car j'ai vraiment eu peur d'avoir perdu pour de bon. » Une petite dernière. Nasreddin trouva que son âne était de plus en... Allô, oui. Nasreddin trouva que son âne était de plus en plus rétif au travail. On dirait qu'il ne pense plus qu'à se coucher dans l'écurie et à dormir. Un matin, après avoir mieux réfléchi, Nasreddin vient lui annoncer solennellement que désormais, sauf changement d'étude de sa part, il ne donnera plus rien à manger. Khadija, la femme de Nasreddin, présente à l'entretien pour la défense du coupable. Elle fait remarquer que s'il ne mange plus rien, il travaille à moins encore, et qu'il peut même en crever. Pauvre bête, un assis gentil, ils ont du temps de service, plaide-t-elle. Suffit, te dis-je. Ce qui est dit est dit. Il aurait dû le prévoir. Un homme qui mangeait déjà si peu, si économique, juste un peu de foin. Non, rien. Il ressort de l'écurie, et le Hodja, tout ému lui-même, justifie sa dureté auprès de sa femme, mais assez loin de l'âne pour qu'il ne puisse pas entendre. Tu sais, Khadija, j'ai failli céder quand tu as plaidé pour lui. Mais je me suis dit qu'après tout, ce que tu avais dans sa faveur, en plus d'être paresseux, il allait devenir prétentieux. Alors, j'en ai plein d'autres, mais bon, il faut s'arrêter. Voilà les histoires de Nasreddin Hodja. C'est vrai que c'est rigolo. Ça fait, moi, je trouve que ça fait très, très bande dessinée. On a l'impression de voir des images d'une BD, quoi. C'est voilà, on a l'impression de lire ça, une rubrique dans un journal papier en dessin, quoi.
Ouais. C'est Jean-Claude Des Carrière impressions, d'autres? c'est Jean-Claude Carrière qui a remis ça au goût du jour. Il a fait tout un bouquin sur ces histoires-là avec des explications. Mais on trouve plein sur Internet de petites histoires. Oui, parce que Nasreddin, c'est un personnage bien connu dans les contes Ouais, orientaux. Et, c'est un personnage et fictif, c'est un peu le Toto, un peu le… ouais, voilà. Ce qui m'a surprise, Ouais, c'est c'est que ça. c'était vraiment, les histoires étaient vraiment très courtes. Hein, ce que dit Jean-Claude, c'était plutôt BD, mais c'était voilà, c'était très, Alors, très j'ai court. choisi celle-ci parce que c'était pour que ce soit plus percutant. Il y en a des un peu plus longues. Mais Mm. dans l'ensemble, c'est assez court. Ça fait une page grand maximum, quoi. Oui, Voilà. oui. Mmh. Mm. Mm. C'est des micro-histoires des mille et une nuits. Voilà. Mm. Ah, des fois, il faut les lire plusieurs fois pour voir le sens caché, parce Ok, que des fois, bah c'est écoute. un petit peu complexe. Ah bah des fois, il y a la chute, et boum, On a loupé. ah ouais, c'est rigolo. Voilà. Faut être attentif pour se dire, ah oui, c'est bien la fin, ouais, Ah parce oui. que c'est court. Donc. Mais quand je lis, il faut être attentif. Ok, bah merci Pascal pour ce moment oriental. Dominique aussi, elle va nous emmener vers l'Orient, mais l'Orient moins lointain, on va dire. Hein. Donc, tu nous dis de qui tu vas nous… Qu'est-ce que tu vas nous lire, Domi? Je vais vous emmener en Pologne, en fait. Je vais vous lire une nouvelle de Sławomir Mrozek, tirée d'un livre qui s'intitule L'Arbre, un livre de nouvelles, des nouvelles assez absurdes et caustiques. Alors, celle-ci, elle s'intitule « Ça ne se fait pas ». J'ai lu dans le journal que des satellites volent au-dessus de nos têtes. On ne les voit pas à l'œil nu, ni même avec une lunette d'approche, car ils se déplacent dans le cosmos. Mais eux, ils nous voient. Mieux encore, ils photographient tout ce qui est sur Terre, et avec une précision telle que tout ce qui dépasse 50 cm de long ou de large peut se voir sur la photo, avec autant de détails que si celle-ci avait été prise par notre cousin à un anniversaire ou à un mariage. Il n'y a pas de quoi s'affoler, me dis-je. Ma gueule fait moins de 50 cm. Je commençais néanmoins à suivre cette affaire de près. Ma gueule pouvait enfler à tout moment à partir du maxillaire. Ou bien, Dieu m'en préserve, quelqu'un pourrait me balancer une taloche, auquel cas je serais inévitablement sur la photo. Pour l'instant, toutefois, ça n'allait pas trop mal avec ma dentition et personne ne m'avait encore tabassé. Mais il faut parler d'une affaire. Un beau matin, en ouvrant mon journal, j'ai appris qu'on avait perfectionné les satellites et que maintenant, ils pouvaient photographier tout ce qui avait moins de 50 cm, mais dans la limite de 30. Tant pis, me dis-je, il faudra que je me rase au moins une fois par semaine, car je risque de tirer une sale tronche sur la photo. Je n'aime pas me raser, mais j'ai de l'honneur. Je me rasais donc une fois par semaine, ou même deux, surtout avant de sortir en ville. Mais les journaux ne tardèrent pas à annoncer que la technique venait de faire un grand bond en avant et que désormais, on pouvait tout photographier, quelles que soient les dimensions des objets. Pour ne pas être à la traîne de progrès, je dus me raser tous les jours et acheter une nouvelle cravate, ce qui constituait une dépense imprévue. Je me mis également à cirer mes chaussures et de manière générale, je dus veiller à être maintenant tous les jours aussi présentable qu'autrefois, je l'avais été seulement le dimanche. À eux seuls, les lames de rasoir et le cirage me coûtaient 7 fois plus qu'avant l'avènement de la technique. Lorsque je fis ma demande de mise à la retraite, on me prévint de joindre une photographie. Je me dis alors, bon, pourquoi devrais-je aller que le photographe et le payer alors qu'ils ont de mes photos à tire-larigot? J'écrivis donc aux Nations Unies en les priant de m'en envoyer une. Je me disais que j'avais bien droit au moins à une photo, n'est-ce pas? Je n'obtins jamais la moindre réponse. J'attendis, mais rien. Alors que là,
Il fallait que je dépose mon dossier avant la date limite, sinon ma retraite allait me passer sous le nez. Je me rendis chez le photographe qui me fit une photo. Je payai de ma propre poche et déposai mon dossier. Je pris ensuite le tramway jusqu'au terminus. De là, je marchai encore longtemps jusqu'à atteindre un espace découvert non habité. Je regardais autour de moi, pas âme qui vive. Seulement des vaches et encore très loin. Je baissais mon pantalon et pointais mon postérieur en direction du ciel. Qu'ils sachent au moins ce que je pense d'eux. Donc, c'est vrai on ne peut pas s'empêcher de penser. C'est encore très actuel. C'est écrit en 1990 sur les satellites. Bon, maintenant, on voit bien qu'avec Google Maps, il faut faire attention quand on est dans son jardin, hein, parce qu'on voit bien les réseaux sociaux. On voit bien tous les détails. C'est pas mal. Hein. Des rues, des maisons. On sent aussi quand même des relents de guerre froide, de blocs de l'Est, voilà, d'espionnite aiguë. Il est polonais, Mroczek, donc bon, voilà, quoi, il a connu aussi une autre époque. Voilà, voilà, avant la chute du mur de Berlin. Mroczek, pendant les moments très autocratiques, il a eu beaucoup de tracasseries, ce qui fait il a émigré, il est venu habiter en Italie, il est resté en France et puis il est parti aussi au Mexique. Et puis, il est revenu après en Pologne et il a dénoncé quand la Pologne et puis la Russie ont envahi la Tchécoslovaquie, bon, bah, voilà, le printemps de Prague, il a dénoncé, voilà, ça lui a pas bien plu. Donc, on lui a enlevé sa nationalité polonaise. Et du coup, il est venu en France. Et en France, il a eu beaucoup de succès avec… il a écrit du théâtre, assez politisé, hein, bien sûr. Et c'est quand même absurde. Et du coup… et puis, il a eu du succès avec des pièces courtes. Avec des pièces courtes. Et puis, du coup, il a pu retourner en Pologne avec Solidarnosc, avec le régime de Solidarnosc. Et là, vraiment, en Pologne, il a été reconnu et il a eu tous les honneurs hein, là-bas en Pologne. Il est mort en 2013, à 83 ans. Il est à connaître par ses nouvelles. Hein, les nouvelles, là, le bouquin L'Arbre est vraiment, c'est un petit bijou de nouvelles absurdes et quand même très cosmiques. Ça peut être un peu ardu aussi. Hein, ça peut être ardu quand même. Moi, j'avais essayé de lire une pièce de lui, Les Émigrés. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Les pièces sont un peu plus compliquées que les nouvelles. Hein. C'est vrai qu'en théâtre, son théâtre, il est assez hermétique, quoi, quand même. Hein. Mais les nouvelles qui sont dans L'Arbre, elles sont toutes jubilatoires. C'est vraiment. Eh bien, merci Dominique de nous avoir fait ou redécouvrir Mroczek. C'était des bons souvenirs pour moi parce qu'on avait fait un spectacle autour des nouvelles de Mroczek il y a de ça, peut-être 15 ans, 20 ans maintenant. Donc Dominique Perrault, que je n'avais pas présenté, de la compagnie Atome Scénique de Saint-Marcelin, bien sûr, connue par le monde entier. On va passer à une nouvelle lectrice qui est Claire, qui nous rejoint, donc qui fait partie de la compagnie Artea, donc qui est du Loiret. Donc pour ceux qui ont l'habitude de voir Fabienne avec sa grandiloquence, et donc voilà, c'est une des comédiennes qui joue avec Fabienne. Donc bienvenue Claire dans notre petit groupe. Et puis voilà, dis-nous ce que tu vas nous lire et puis on t'écoute. Merci déjà de m'accueillir, ça me fait plaisir. Moi, je vais vous lire une création que j'ai faite personnellement.
d'un roman qui est en cours. Il n'est pas fini, mais c'est la partie que je vais vous lire, c'est le prologue. Et le roman n'a toujours pas de titre. Donc, je n'ai pas de titre à vous fournir pour le moment. Du coup, le soleil est haut dans le ciel. Il brille de mille feux. On est en plein été, je suis en vacances et je profite de cet instant pour prendre du bon temps. Mon ventre crie famine, je commence à avoir vraiment faim. Il doit pas être bien loin de 12h30. J'ouvre le panier qui se trouve sur mon côté droit, j'y glisse ma main à la recherche d'un sandwich. Celle-ci y rencontre une bouteille d'eau, je la prends et je bois 2-3 gorgées. J'ai très soif, il fait très chaud et je pense que le sable doit accentuer ma déshydratation. Je poursuis ce moment avec mon repas. C'est tellement agréable de boire et manger avec une telle vue. C'est que de passer ces vacances au bord de la plage est très appréciable. Je n'ai même pas envie de penser à mon travail. Pourtant, la rentrée va vite arriver. Il me reste encore quelques documents à compléter. Mais pour le moment présent, je préfère contempler l'horizon. On distingue à peine cette frontière. La mer est d'un bleu si intense que les rayons du soleil reflètent dans cette dernière qui m'éblouit fortement. Heureusement que j'ai pensé à prendre mes lunettes de soleil. Au loin, je vois des enfants qui s'amusent dans l'eau. Certains sont avec leurs parents pour apprendre à nager, d'autres s'envoient des ballons ou s'éclaboussent. Un peu plus loin, dans la mer, je vois des jeunes gens sur des bouées et profitent du soleil pour bronzer. Alors que moi, je suis là, assise sous mon parasol, avec une tonne de crème solaire. Le soleil ne doit absolument pas m'aimer, car ma peau rougit tellement vite que je deviens une écrevisse. Et après, c'en est fini de ma réputation. Je dois y faire attention. Les gens peuvent être très critiques et très méchants dans leurs propos. Sur la plage, certaines femmes sont presque nues. Mais est-ce qu'elles pensent à la différence de couleur de peau quand elles se déshabilleront? Je trouve ça tellement laid. Quand je regarde autour de moi, tout est pareil. Du sable, de l'eau, du sable, de l'eau, du sable et encore de l'eau. Il y a juste un petit point noir qui me chagrine. Je plisse un peu les yeux et j'aperçois des roches. Je dirais même des falaises. Cela m'a pas l'air bien loin. J'aimerais bien aller faire un petit tour. Mais quelque chose, je dirais même quelqu'un, m'interpelle. Bonjour ma petite dame, excuse-moi de te déranger pendant ta bronzette, mais tu veux pas grignoter quelque chose? Oui, bonjour. Je ne sais pas trop, vous voyez, je viens de finir de manger, donc je suis un peu repue. Et ma petite dame, je peux te donner ton petit dessert qui peut aller avec ton repas. Allez, pour tes beaux yeux, je te fais un petit prix sur une pomme d'amour. C'est parfait pour les dames comme toi. Du fruit et du sucre. En plus, c'est pas cher. Ce vendeur insiste grossièrement avec un sourire manipulateur. Pour me débarrasser de lui, je décide de lui prendre sa foutue pomme d'amour. Cette façon de cataloguer les femmes me donne l'impression qu'il doit encore être célibataire. À combien elle est votre pomme d'amour? Oh, ma petite dame, tu es si gentille avec moi. Allez, je te la fais pour 5 €. Ok, merci, c'est donné. Bonne journée. 5 €? Mais bien sûr que c'est hyper cher. Mais bon, je m'en suis enfin débarrassée, c'est le principal. Voilà que je me mets à bâiller. Je pense qu'une petite sieste sur la plage me ferait le plus grand bien. À côté de moi, mon livre de mots croisés m'appelle. Je prends mon cahier et je commence à regarder l'énigme. La fatigue me pèse. Mes yeux sont lourds. J'ai dû m'assoupir car j'ai un trou noir sur mes 5 dernières minutes. Mon livre est sur mon côté. Je regarde autour de moi. Rien n'a changé et je décide d'aller faire un tour. Je viens de repenser aux falaises de tout à l'heure. De ce fait, je bois un coup et je pars à l'aventure. Arrivé près d'elle, je commence à grimper pour atteindre le sommet. Une fois en haut, je scrute les alentours. Je me sens grande. Parmi les roches, je vois une grotte. Mon cœur commence à palpiter. J'ai envie d'aller jeter un coup d'œil. Je m'apprête à descendre pour atteindre l'entrée. Les roches sont près de l'eau. De ce fait, à chaque vague, les pierres deviennent de plus en plus glissantes et beaucoup plus dangereuses. Je suis presque au même niveau que l'entrée
que la mer décide de me fouetter les chevilles. J'ai failli perdre mon équilibre. Je reprends mon souffle pour donner du courage. Autour de moi, je me sens prisonnière à cause des roches, qui sont si près de mon visage. Arrivée devant la grotte, je regarde à l'intérieur de celle-ci. C'est si noir. J'ai peur. Des frissons parcourent mon corps. Je retourne vers la mer et là, je vois une vague immense qui vient droit sur moi. Je regarde la grotte, puis la vague, et je recommence ce va-et-vient dans ma tête. Je dois vite prendre une décision avant que l'eau me plaque contre les roches. J'hésite tellement longtemps que je ne peux plus l'éviter. C'est trop tard, je vais mourir écrasée contre cette falaise. La vague tombe, m'engloutit et... Ah! Ce n'était qu'un rêve. Je commence à rire. J'ai eu tellement peur de mourir. Mais ce n'était qu'un stupide rêve. Il paraissait tellement réel. Et cette immense vague n'était qu'une simple petite vague qui venait toucher mes pieds. Je regarde autour de moi. Rien n'a changé. Sauf l'eau qui a monté de niveau. Je crois que le soleil me tape trop sur la tête. J'emballe mes affaires. Je crois que je ferais mieux de rentrer à l'hôtel avant que je me rendorme. Je regarde une dernière fois vers les falaises. Un frisson me remonte jusqu'à la nuque. Et si c'était vrai? Je suis déstabilisée. Je prends la route. Je vais me plonger dans mes documents pour éviter de repenser à ce qui vient de m'arriver. Et si ce soir, je faisais le même rêve? Voilà. Merci. Ah, Bravo. Bravo, bravo. Merci. c'est vrai. Moi, ça me faisait penser à ces auteurs où il y a beaucoup de descriptions, où vraiment on imagine le tout parce qu'il y a tous les détails. C'est pas simplement une histoire, voilà, avec un fil conducteur sur une histoire, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour, quoi, et tout, et on voit tout, quoi. On voit tout, quoi. Et ce n'est qu'un prologue. Oui. Oui. Donc la suite, C'était j'imagine très la suite. descriptif. Alors, ben, ça finit comment? Moi, j'aimerais bien savoir maintenant. Ah bah, il faut Ouais. attendre la fin. On va essayer de lui trouver un titre. Ça finit quand, le peut-être, livre? hein. Alors, en soi, le livre, il est basé sur la frontière entre le rêve et la réalité. Et plus on va suivre le personnage, et plus le personnage ne sait pas si elle se trouve dans ses rêves ou dans sa réalité. Ouais, c'est bien. Voilà. D'accord. Et je ne vous en donnerai pas plus, sinon, voilà. Je vous inviterai à lire une fois que ça sera fini. Bientôt dans toutes les bonnes librairies. Ah bah, j'espère. Ouverte. Bah, tu nous tiendras au courant, hein, Bien évidemment. quand il sera terminé et quand il sera soit édité, soit mis sur des sites, voilà, pour qu'on puisse Pas de souci. goûter à tout ça. Avec plaisir. Tu parles que de la mer? Tu parles aussi de la montagne ou pas? Non, alors l'œuvre en soi va être basée sur une colonie de vacances, puisque le personnage principal est maîtresse d'école et elle va partir avec sa classe en classe de mer. Donc oui, c'est un peu basé sur la mer, mais ça ne sera pas que de la mer. D'accord. Ok. Non, parce que là, il y a des gens qui sont très très près de la montagne. Là. Il y a au moins, Oui, il y a même 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui au moins sont 5. complètement Là. dans On la est 5 à être dans les Alpes. Là, hein. Bon, à être très près du Vercors ou de la Chartreuse. Eh bien, merci Claire, c'est un plaisir de t'accueillir. Hein, voilà, quand tu veux, quoi, hein, quand tu veux pour la suite. Hein. Sans souci. Nous accueillons maintenant Serge qui fait partie qui est même le leader, le créateur, l'animateur de la compagnie 2A, donc qui est à Valence, donc un peu loin de la mer, hein, quand même, Valence encore. Hein. Bon, plus près de la mer que Grenoble ou Saint-Marcelin, mais on s'en rapproche. Quoi. Enfin, le Valence en France, hein, pas le Valence en Espagne. Hein. Ah, c'est clair. Bien, Non, je vais vous lire donc un conte, hein, enfin, un petit conte d'Anton Tchekhov, qui a écrit énormément de contes, puisque de mémoire, il a dû en écrire, enfin, il a 600 œuvres à peu près, hein, durant toute sa vie. Et là, ça fait partie de contes, hein, parce que bon, il y a des contes et ensuite il y a des petites pièces, d'accord? Le portefeuille. 3 acteurs ambulants, Smirnov, Popov et Panalakin,
suivait un beau matin les traverses de la voie ferrée quand ils trouvèrent un portefeuille. L'ayant ouvert à leur grand étonnement et émerveillement, ils y virent 20 billets de banque, 6 billets à l'eau du deuxième emprunt et un chèque de 3000. Leur premier réflexe fut de crier « Ouah !» Puis ils s'assirent sur le talus et s'abandonnèrent à l'enthousiasme. « Ça nous fait combien chacun ?» dit Smirnov en comptant l'argent. « Saint du paradis, 5445 roubles. Mes amis, c'est à mourir une somme pareille. » « Ce n'est pas tant pour vous que je suis heureux, dit Balalakhine, que pour vous, mes amis. Maintenant, vous ne creverez plus de faim et vous n'irez plus pieds nus. C'est pour l'art que je me réjouis. Maintenant, pour fêter ça, remarqua le jeune premier Popov, il faudrait boire un coup et casser la croûte. Voilà presque 3 jours que nous sommes au pain sec. Il faudrait bien maintenant quelque chose. Oui, ça serait pas mal, mes agneaux, acquiesça Smirnov. Du fric en masse et rien sous la dent, les enfants. Adorable Popov, tu es le plus jeune et le plus alerte de nous tous. Prends un petit rouble dans le portefeuille et en avant, marche. Aux provisions, mon ange. Là-bas, il y a un village. Tu vois la tache blanche de l'église derrière le tertre? Oh, il doit y avoir, disons, 6 km pas davantage, tu vois? Bon, c'est un grand village et tu y trouveras de tout. Achète-nous une bouteille de vodka, une livre de saucisson, de pain, des harengs. Nous t'attendrons ici, cher petit. Popov prit le rouble et fit ses préparatifs de départ. Smirnov, les yeux pleins de larmes, le prit dans ses bras, l'embrassa 3 fois, le bénit, appela son ami « mon ange, mon ami ». Balalakhine le serra aussi dans ses bras, lui jura une amitié éternelle et ce ne fut qu'une longue série d'épanchements des plus sentimentaux et des plus touchants que Popov dégringola le remblai et dirigea ses pas vers le village qui faisait une tache sombre dans le lointain. Quelle veine songea-t-il en route? On n'avait pas un liard et tout d'un coup un écu. C'est la fortune, je vais filer chez moi à Kostroma, je fonde une troupe et je me fais construire un théâtre à moi. D'ailleurs, avec 5000 aujourd'hui, on ne peut même pas construire un hangar convenable. Si tout l'argent du portefeuille était à moi, ce serait une autre affaire. J'aurais un de ces théâtres à épater tout le monde. Et puis, à proprement parler, Smirnov et Balalakhine, qu'est-ce qu'ils valent comme acteurs? Aucun nom, des chiens coiffés, des butors. Ils vont gaspiller leur argent à des bêtises, tandis que moi, j'aurais rendu service à ma patrie et je me ferais immortaliser. Voilà ce que je vais faire. Je n'irai pas par 4 chemins. Je vous fourre du poison dans la vodka, ils claqueront, mais en revanche, il y aura à Kosmatra un théâtre comme la Russie n'en a jamais vu. Quelqu'un dit, je crois que c'est MacMahon, que la fin justifiait les moyens. Et MacMahon était un grand homme. Pendant qu'il allait ainsi calculant, ses compagnons de voyage, Smirnov et Balalakhine, étaient assis et tenaient la conversation suivante. Notre ami Popov est un garçon épatant, disait Smirnov, avec des larmes dans les yeux. Oh, je l'aime. J'ai une profonde estime pour son talent. J'ai une passion pour lui, mais tu comprends, cet argent, il va le perdre, il va le boire ou se lancer dans une affaire où il cassera le cou. Il est si jeune, il est trop jeune pour avoir de l'argent à soi, mon cher, mon vieux frère. Oui, acquiesça Balalakhine, et les deux compères s'embrassèrent. Qu'est-ce que ce gamin peut faire de son argent pour nous? C'est autre chose. Nous sommes des pères de famille, des gens ainsi. Pour nous autres, un rouble de plus, c'est vraiment quelque chose. Tu sais pas, mon vieux, assez causé, trêve de sentiments. Ne faisons ni une ni deux, tuons-le. Ça nous fera chacun 8000 roubles. Nous le tuons et à Moscou, nous dirons qu'il a roulé sous le train. Moi aussi, je l'aime, je l'adore, mais les intérêts de l'art avant tout. Du reste, c'est une mazette, il est bête comme cette traverse. Comment? Quoi? Fit Smirnov, effrayé. Il est si chic, si honnête. Quoique d'un autre côté, pour être franc, mon cher, c'est un joli mufle, un abruti, un intrigant, un cancanier, un roublard.
Si nous le tuons, effectivement, c'est lui qui nous dira merci, mon cher vieil ami. Et pour ne pas le désobliger, nous ferons mettre dans les journaux de Moscou un éloge funèbre émouvant. Ce sera agir en camarade. Eh bien, sitôt dit, sitôt fait, quand Popov revint du village avec les provisions, ses amis le prirent dans ses bras, les larmes aux yeux, l'embrassèrent et lui assurèrent longuement qu'il était un grand artiste. Puis, tout d'un coup, lui sautèrent dessus et le tuèrent. Pour faire disparaître les traces du crime, ils posèrent le corps sur des rails. Après avoir partagé l'argent trouvé, Smirnov et Balakin, passablement émus, se mirent à casser la croûte en échangeant des mots aimables, fermement convaincus que le crime resterait impuni. Mais la vertu triomphe toujours et le vice reçoit son châtiment. Le poison jeté par Popov dans la bouteille était des plus violents. Les amis n'eurent que le temps de boire un petit coup, qu'ils gisaient inanimés sur la voie. 1 heure après, les corbeaux tournoyaient autour des deux en croissant. Morale, quand un acteur parle de ses chers comédiens avec des larmes dans les yeux, de l'amitié, de la solidarité réciproque, quand il les serre dans ses bras et qu'il les embrasse, ne vous laissez pas surprendre, mes amis. Excellent. Je trouvais bien la façon dont tu te rapproches à la fin. Là. Les comédiens seraient donc des comédiens? Pardon? Les comédiens seraient donc des comédiens? Ben oui, absolument. Ouais, ouais. Oh. Excusez-moi, c'est peut-être pas très bien dit, mais bon, je suis pas. J'aime pas. Je préfère. Je préfère quand il y a voir les gens en face, du geste. Je me sens un peu frustré. Et on en est tous là. Voilà, bah oui. Oui. On en est Oui, tous donc, là. voilà, mais bon, non, c'était très bien. C'était très bien au niveau lecture, c'était très bien. Tchekhov a écrit pendant j'ai marqué pour 600 œuvres de 1880 à 1903, 600 œuvres. Et dedans, bon, il y a beaucoup de contes et il y a aussi des petites pièces dont je suis assez familier, hein, c'est-à-dire les méfaits du tabac, par exemple, que j'ai déjà interprété, le chant du cygne aussi. Hein, donc là, ce sont des petites pièces sympathiques. Et il faut savoir que Tchekhov, dans son écriture, dans le jeu, c'est vraiment super. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un millefeuille. Il y a de l'émotion, il y a du dramatique, de l'émotion, du dramatique, et ça permet pour un comédien de pouvoir jouer. Je le ressens très bien. Voilà, et puis bon, il y a toutes les grandes pièces que vous connaissez tous, donc Ivanov, La Mouette, Oncle Vania, Les Trois Sœurs, La Cerisay, etc., toutes ces choses-là. Hein, Tchekhov est un médecin, hein, et il avait un truc assez sympa, et il disait, à côté de mon épouse médecine, j'ai aussi une maîtresse littéraire. Un grand homme. Et je pourrais encore vous en parler pendant des heures. Ah ben moi, j'invite tous ceux qui nous regardent là à aller sur le site de la FFTA, sur Réseautea, RESOTHEA, donc réseautea.cdutheatre.fr, et puis aussi sur le site de la FFTA. Et vous verrez une vidéo de Serge où il nous fait un extrait de Les méfaits du tabac. Donc, vous pouvez voir ça en vidéo sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller le voir en jeu déjà. Tchekhov, voilà. Tchekhov. Moi, j'avais monté la Cerisay il y a de ça pas mal d'années aussi. Et c'est vraiment des pièces d'atmosphère comme ça, d'ambiance de fin d'époque, fin d'Ancien Régime, juste avant la Révolution russe. Quoi. Absolument, donc, comment voilà, cette Cerisay, cette culture des cerises qui périclite, ils se demandent est-ce qu'ils vont la vendre ou pas, et puis on sent vraiment des fins de règne. Quoi. Et c'est vrai que c'est des atmosphères à chaque fois, Tchekhov, c'est vrai que c'est magnifique. Quoi. Donc, Tchekhov, allez voir du Tchekhov sur scène. Ah oui, c'est absolument génial. Oui. C'est vrai, c'est vrai.
Alors, c'est un auteur qui est encore pas mal joué en France, hein, heureusement d'ailleurs. Hein. C'est pas un auteur oublié, hein, Beaucoup, Tchekhov. Donc, et il faut allez savoir voir que les pièces de Tchekhov, oui, hein, La Mouette, etc. Il y en a. dans les écoles de théâtre, je dirais, mais déjà à un niveau assez élevé, hein, ils prennent énormément donc, des pièces comme les méfaits du tabac pour justement apprendre à cette oui, différentes choses, ce fameux millefeuille. Voilà. Eh bien, merci Serge de nous avoir fait Mais je vous en prie. découvrir ou redécouvrir Anton Tchekhov. Savoir aussi que c'est son neveu, je crois, hein, qui Oui, tout à fait, absolument. qui avait émigré aux États-Unis voilà, son neveu était et qui a comédien. écrit une méthode issue de Non, Stanislavski. Enfin, il a travaillé voilà, autour de ça. Quoi. Je ne sais plus quel était son prénom. Mais non, mais oui, en fait, Je sais plus c'était un Tchekhov, mais je ne sais plus quel était son prénom. Tchekhov s'est Enfin, marié bref. avec une comédienne qui Voilà, s'appelle. il y a eu un autre Tchekhov qui a œuvré pour le théâtre aussi. Olga Knipper, qui était donc son épouse. Et donc, c'était une jeune actrice de la troupe de. Comment il s'appelait déjà Stanislavski. Stanislavski, qui a écrit beaucoup de choses sur le théâtre. Voilà, enfin, vous connaissez sans doute ce gars-là. Voilà, j'arrête. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une Bible, un gros pavé, la méthode Stanislavski, voilà, le comédien, voilà, il a écrit plusieurs ouvrages comme ça, des pavés, mais voilà, c'est des Bibles, quoi, c'est des références, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'étais intéressé aussi de savoir qu'il y avait un amateur de vodka qui s'appelait Smirnov dans l'histoire. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je ne sais pas si la marque existe. Ben, il me semble que la marque C'était déjà à l'époque ou hein. pas, ou c'est complètement le hasard. Ben, non, je pense. Oui, mais elle existe maintenant, mais est-ce qu'elle existait à l'époque? Ça, là, je ne sais pas du tout. Ah bon. Je sais pas. Ah ouais. C'est l'anecdote, quoi. C'est l'anecdote. Absolument. Bon, écoute, tu recherches pour la prochaine fois, Serge. Quand même. Je vais faire une recherche et je vous rappelle tout à l'heure. Hein, très bien. Très bien. Bah, merci Serge pour cette première lecture avec nous. Mais merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été content de t'accueillir. Et puis on va passer à un grand ancien, enfin grand. Là il est assis, donc on ne se rend pas compte. Mais donc Gérard de la compagnie Gérard fait son intéressant. Donc de Moirans dans l'Isère. Donc que vas-tu nous lire aujourd'hui, Gérard? J'ai décidé de lire Clochemerle. Alors je lance un appel au peuple pour la recherche du 3e tome de Clochemerle qui s'appelle Clochemerle-les-Bains. Donc, si parmi vous, vous connaissance, quelqu'un peut me le fournir, j'en serai fort heureux. Voilà, en vous remerciant. Alors, voilà, n'hésitez pas à mettre un message, un commentaire sur Facebook, sur Réseau Théâtre, sur YouTube, si vous avez ça, pour qu'on puisse transmettre à Gérard, quoi. En vous remerciant. Eh ben, bien. Nous voilà où. Oui, donc je vais parler un petit peu de Smirnov pour démarrer. Ouais, l'atout du fumeur. Une petite vodka Smirnov. Pourquoi pas, mais j'ai pas ça sous la main, malheureusement. Barthélemy Piéchu fut ministre. La France l'a pris sans étonnement un matin. En lisant le journal, il lui a annoncé que la crise ministérielle était heureusement dénouée une fois de plus. Le président du Conseil mettait au point son discours-programme qui serait incessamment prononcé devant le Parlement. Ce programme se faisait fort de résoudre, au moins pour quelques mois, les difficultés qui avaient amené la chute du précédent cabinet. Barthélemy Piéchu eut l'idée de ne pas en être ébloui, de ne pas gonfler ridiculement son personnage. On lui avait donné les colonies parce que ça s'était trouvé comme ça. Il ne connaissait rien aux colonies, n'aurait pas su les énumérer, encore bien moins les situer sur un planisphère. Il pensa que ce n'était pas un empêchement sérieux. Il rassembla ses chefs de service et leur dit aimablement « Faites comme si je n'étais pas là. Recommandation superflue.
C'était leur habitude. Mais il était rare de voir un ministre le dire avec une simplicité qui le rendait sympathique. Puis il choisit un collaborateur de confiance auquel il dit sans embâche: faites-moi donc une liste de ces sacrées colonies. Il paraît que nous en avons un peu partout. Nous sommes la seconde nation coloniale du monde, monsieur le ministre. Après tout ce que nous avons perdu, oui, malgré cela, nous venons immédiatement derrière les Anglais. Je n'aurais jamais cru que ça allait si loin. On peut résumer la question coloniale de cette façon. Elle seule, l'Angleterre, possède la moitié des terres coloniales du monde. Nous, Français, nous possédons la moitié de la partie restante, soit le quart. Les autres nations du monde se partagent le dernier quart. Donc c'est intéressant. Alors, les colonies, c'est un gros ministère. C'est-à-dire que nous sommes rattachés des territoires dont la superficie représente quelques 10 fois la surface de la métropole. Matin, eh bien, le président du Conseil ne s'est pas moqué de moi. Certainement pas, monsieur le ministre. Et qu'est-ce que je dois savoir de tout ça pour ne pas avoir l'air tout à fait idiot? Je pense qu'il faudrait à monsieur le ministre une certaine teinture de l'ensemble. Connaître de chaque colonie sa situation géographique, son climat, sa superficie, sa flore et sa faune, sa religion et sa langue, quelque chose de son passé historique, ou du moins de sa conquête. Sa population blancs et indigènes, ses capacités agricoles et industrielles, ses mines, ses principales villes, ses ports. Les ports sont très importants parce que nous sommes reliés par une mer aux colonies et le commerce se fait par bateau. Les forces militaires, les administrateurs, les petits souverains locaux, quelques monuments célèbres. Ça va faire beaucoup de choses à me fourrer dans la tête à première vue. Mais avec un peu de méthode, on en vient à bout. J'ai justement ici une série de tableaux que monsieur le ministre pourra consulter avec profit. C'est un très bon aperçu d'ensemble. Les numéros placés en face de certains paragraphes renvoient à des notices plus détaillées. Les statistiques jointes au tableau permettent de suivre la marche de chaque colonie sur une dizaine d'années. Tout y est, y compris l'évolution démographique. Et voici enfin, dans ce portefeuille, des résumés succincts qui sont très commodes pour la poche. Monsieur le ministre fera bien de ne pas s'en séparer. Ils peuvent lui permettre de répondre à toute question qui lui serait posée à l'improviste. Dites donc, vous pensez à tout? C'est une tradition de la maison. Plusieurs des prédécesseurs de monsieur le ministre étaient exactement dans la même situation de monsieur le ministre en arrivant au ministère. Rapidement, grâce aux travaux que nous tenons prêts à leur intention, nous avons pu les débrouiller raisonnablement. C'est magnifique. En cas d'intervention à la tribune, les dossiers sont préparés par nos services. Nous tenons à disposition de monsieur le ministre 12 ou 3 bons spécialistes en discours. En somme, je n'ai rien à faire. Monsieur le ministre sera très pris au contraire. Il reçoit les solliciteurs. Les antichambres sont toujours pleines. Mais qu'est-ce que je leur dis aux solliciteurs? Monsieur le ministre promet. Il promet d'être particulièrement attentif et ensuite ne s'occupe plus de rien. S'il y a lieu, nous faisons le nécessaire. Un autre gros travail de monsieur le ministre, c'est la signature. Il y a beaucoup de pièces à signer. Devrais-je les lire? Ce serait beaucoup de temps perdu. Monsieur le ministre peut faire confiance à son personnel. Et nous tenons en suspens toute décision qui pourrait faire l'objet d'un débat à la Chambre. Ces questions-là se règlent en Conseil des ministres ou en accord avec monsieur le Président du Conseil. Elles sont heureusement rares. De grandes réjouissances locales fêtèrent l'accession de Piéchu au ministère. Il fut invité à venir les présider. Il le fit avec sa simplicité coutumière. Pourtant, quelque chose de grave dans son attitude attestait le poids des responsabilités dont on venait de le charger. Responsabilités qui touchaient de près à la structure du pays, à son rayonnement dans le monde, l'exercice du pouvoir par un homme d'un mystérieux prestige. Il était maintenant ministre et ça se sentait. Piéchu fit un remarquable exposé de la situation coloniale, si peu connue des cloches Merlin et si flatteuse pour les amours-propres français. Merveilleusement documenté, il jonglait avec les chiffres, les tonnages et les exportations. Il parlait olives et figues, dattes et bananes, alpha et raffia, riz et manioc, café et vanille, canne à sucre et chêne-liège, et phosphate, manganèse, molybdène, fer, cobalt, zinc, avec une extraordinaire compétence.
Son discours évoquait la brousse et le désert, les vastes étendues agricoles et des caravanes, des convois de camions, des flottes de cargos qui transportaient d'immenses richesses produites par les contrées que le génie de la mère patrie avait acquises, la civilisation, fécondant ces pays du sang de ses fils les plus audacieux, les plus courageux, les plus désintéressés. Le bougre a eu vite fait de s'adapter, dit Mouraille. Je me demande où il a pris tout ce qu'il raconte, dit Samothrace. Est-ce que vous en saviez aussi long sur les colonies, Tafardel? Je n'avais pas besoin d'en apprendre autant à mes élèves, répondit l'ancien instituteur. Ce que nous entendons est un exposé colonial pour grandes personnes. C'est que ça a l'air de se tenir, ce qu'il raconte. Je vous prédis que nous le verrons souvent ministre, dit Mouraille. Notre Piéchu ne se laissera pas facilement décramponner. Oui, bah, c'est vrai que Clochemerde, on connaît le nom comme ça, parce que c'est devenu quasiment un nom commun, quoi, Clochemerde. Oui. Mais moi, j'avoue que je ne connais même pas le nom de l'auteur de Ah, Clochemerde. Alors, c'est Gabriel Chevalier. Il a fait un bouquin super sur la guerre de 14-18 qui s'appelle Voilà. La peur, qui est assez ouais génial. Ah, ouais. Il n'est pas du tout dans le même deal, qui est plutôt très, Et très dur. c'est vrai, on se dit, est-ce qu'il faut être médecin pour être ministre de la Santé? Bon. Est-ce qu'une pharmacienne peut faire un bon ministre de la Culture? La preuve. Donc ça, voilà, ça, il y a des choses d'actualité qui reviennent comme ça. Bon. Non, mais c'est extraordinaire. Enfin, Clochemerde, c'est vrai que le départ, enfin, le premier, donc Clochemerde. Avec les c'est cette pissotières, histoire avec les pissotières. Là. Barthélemy Péchu, effectivement, qui veut monter une pissotière dans Clochemerde. Et il y a Clochemerde le haut, Clochemerde le bas. Et donc, forcément, ça a créé pas mal de tensions. Je lirai comment a été résolu le problème de Clochemerde. Je pense que c'est assez intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi, je crois que j'ai jamais lu de livre aussi drôle, aussi bien écrit, aussi bien documenté. Enfin, je sais pas, c'est rabelaisien, c'est gaulois, c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Tout à fait. Et donc, oui, donc si jamais quelqu'un peut éventuellement me sortir le 3e tome en vous remerciant beaucoup. Tiens, merci. On fait passer l'info. Clochemerde, c'est un village du Beaujolais? Non, le village n'existe pas. Ah, il Il a été inventé, mais enfin bon, ils ont réussi à le situer effectivement en Beaujolais. Et le village de Clochemerde n'existe pas. Donc, d'après l'auteur, c'est la cloche pour merle. Donc, il s'est transformé en cloche merle. Voilà, mais ça, c'est dans le bouquin. Comme je te dis, le nom du village n'existe pas. Enfin, c'est remarquable. Enfin, vraiment, au niveau de l'écriture, oui, tout à fait. C'est très, très beau. Vraiment, c'est très bien écrit. Ouais, toutes les. Ça a été écrit en quelle année, tu sais, à peu près? Non, pas du tout. Je ne me suis pas renseigné sur ça. Mais non, c'est très, très bien écrit. Toutes les histoires qui viennent en même temps s'imbriquent parfaitement. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Puis c'est drôle. Voilà, moi, ce que je cherche. Voilà. Écoute, voilà. merci en de nous avoir fait 34, ça a été découvrir. publié en 1934. Je regarde. 134. 1934, la première fois. Yeah. L'historien de la FFTA nous a répondu. Merci Pascal. Merci Google. Non, mais il a eu un retour dans son casque. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a le réalisateur dans l'oreillette. J'ai du monde là-dedans. Voilà. Merci Gérard. Bah, ça nous a changé de la semaine dernière avec les pensées de Pierre Dac. C'était autre chose, mais voilà, c'est à chaque fois bien sympa, bien original. Merci beaucoup. Et puis, ça donne envie de le lire. La prochaine, quoi. Donc, nous avons terminé notre petite revue de lecture avec Bernard de la compagnie Phoenix, donc du Lot-et-Garonne. Bravo. Qu'as-tu choisi de nous lire ce soir, Bernard? Alors, tu vois, j'ai révisé ma géographie. Petit extrait. C'est bien ça. Un petit extrait de Madame Marguerite.
C'est une pièce qui a été écrite par un Brésilien, donc Roberto Arted, et qui a eu beaucoup de mal à être montée. Ils ont cherché pendant 10-15 ans à peu près à monter cette pièce et tous les producteurs de théâtre parisiens hésitaient parce que c'est un petit peu acide, c'est un petit peu cru, c'est parfois cinglant, enfin bref. Et enfin, il y a eu un producteur, je crois, à Paris en 1973, un petit théâtre qui a accepté de monter, et c'est Annie Girardot qui a joué cette pièce pendant très très longtemps, pendant de nombreuses années. Et ça a été repris dernièrement, je crois, en 2018. Donc, pour resituer, Madame Marguerite est une maîtresse d'école. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus d'école de classe mixte, bien entendu. Et c'est une maîtresse d'école dans une classe de filles. C'est l'école donc en 7e, ce qui équivaut maintenant au CM2. Donc voilà. Et elle a son franc-parler. Et bon, si on lit tout le texte, c'est vraiment, il y a des fois, c'est presque entre guillemets choquant. Mais voilà, surtout que si on pense que ça s'adresse à des enfants qui ont 10-11 ans, grand maximum. Donc là, j'ai choisi un extrait soft, parce que ça passe en direct et sur Facebook, donc je ne souhaite pas du tout ce que l'on puisse être coupé un jour de Facebook. Donc le voici. Madame Marguerite peut se promener, les mains dans les poches, dans un parc. Elle sent le frémissement du monde végétal, du monde minéral aussi. Madame Marguerite le sent. Les pierres sont vivantes. Elles respirent dans la terre. Madame Marguerite est également très copine avec le monde animal. Pourquoi? D'abord, parce que Madame Marguerite parle couramment le langage des animaux. Ensuite, parce qu'elle a compris que chaque animal a sa vie privée qu'il faut savoir respecter. Madame Marguerite est le chef de file d'un mouvement d'avant-garde dont on parle beaucoup en ce moment et qui vise à remettre l'homme à sa place dans le monde et dans le système social actuel. Car s'il y a une injustice dans la société dont nous sommes les inventeurs et les profiteurs, c'est bien cette ségrégation abominable qui a pour but d'exalter l'homme et de complexer les animaux. Au nom de quoi, nous, les femmes, nous considérons, nous, supérieurs aux autres bêtes. Personne, vous pouvez chercher dans les textes, personne n'a établi scientifiquement la supériorité intrinsèque de la femme sur le bœuf. Quel que soit, traitons-nous le bœuf comme un chien. De quel droit mettons-nous le bœuf en daube? Madame Marguerite est petite sœur des bœufs. Il est urgent que chacun d'entre nous prenne conscience de ce problème. On ne peut parler de justice dans le monde tant qu'on n'aura pas réalisé l'égalité entre toutes les espèces devant la vie. Les porcs n'ont-ils pas en naissant exactement les mêmes droits que vous tous? Alors pourquoi les priver de liberté? Pourquoi les entasser à plusieurs dans une véritable porcherie? Et je ne parle pas du boudin de la honte. Madame Marguerite est végétarienne. Et du coup, j'ai perdu la vie, forcément, bien entendu. À partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous va faire le plaisir à Madame Marguerite de se convertir au végétarisme pour une société plus juste. Les animaux ne réclament pas la charité, ils veulent la justice. Dans nos maisons, nous devons nous asseoir autour de la table avec le rat, le cafard et l'asticot. Comme on croise quelqu'un dans la rue, il nous arrive de rencontrer un asticot dans votre soupe, dans votre fromage. Ce jour-là, soyez frères, partagez avec lui, tendez-lui la main.
tous groupés derrière moi, pour un statut du cafard, du ver et de la limace, éternellement traqués, même les vieux expulsés des potagers, où ils ont leur tradition, leur famille. Nombreux sont les cas qui nous sont signalés. Nombreuses aussi nos difficultés. Certains vont jusqu'à prétendre que les animaux leur sont inférieurs de nature et qu'ils sont incapables de s'adapter à notre civilisation occidentale. Quelle imposture! Au départ, toutes les espèces sont égales. Là-dessus, la science est formelle. C'est l'environnement qui provoque la différence. L'environnement, c'est vous. C'est vous qui exploitez cyniquement les bêtes depuis des siècles. Mais ça va changer. Vous allez changer avec moi, ce qui vous le dit. C'est moi qui vous le dis. Voilà l'unique ambition de Madame Marguerite, changer le monde en commençant par les élèves. Et on ne vous demande pas de commentaires, parce que le premier qui donne ses impressions, je l'envoie en recommandé chez monsieur le directeur. Et le plus grand malheur pour un élève de 7e, ne cherchez pas, c'est de se retrouver dans le bureau de monsieur le directeur. Très rares sont ceux qui ont connu cette infortune, parce que Madame Marguerite est très coulante. Mais jusqu'à ce jour, aucun d'entre eux n'en est revenu. Madame Marguerite ne sait pas ce qui leur est arrivé. C'est terrible. On n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Alors, si vous voulez un bon conseil, silence et obéissance. Quand on est aussi nullard que vous, on ne vient pas ici pour apprendre et pas pour casser des noisettes à monsieur le directeur et à madame Marguerite. Mal élevés. On se défonce pour eux, on se tue à vouloir en faire des hommes. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont à la place du cœur? Une boule puante. Madame Marguerite a tellement marre de vous. Vous allez me dire que vous aussi, vous avez marre de Madame Marguerite. Pour 3 raisons que vous allez noter dans vos cahiers. Écrivez. Grand 1. La biologie est une connerie. Grand 2. L'école est une connerie. Grand 3. La vie est une connerie. La vie est une connerie. Madame Marguerite n'a qu'un seul objectif, c'est que les cours ne vous fatiguent pas. Mais ça dépend de vous autant que de moi. Il faut m'aider sans relâche. D'abord, en ne réagissant jamais à ce que je dis. Pour ça, vous faites merveille. C'est la première fois que j'ai affaire à une classe aussi amorphe, uniquement composée d'idiots du village. Monsieur le directeur m'avait bien dit que vous étiez une classe très attachante. Madame Marguerite est satisfaite. Madame Marguerite est heureuse. Vous êtes ici pour faire le bonheur de Madame Marguerite. C'est pour ça qu'il faut lui obéir passionnément. Voilà. Et nous sommes un certain nombre de personnes d'un âge raisonnable, je veux dire, mais qui avons connu des maîtres et des maîtresses, peut-être Gérard, Serge. Madame Marguerite, ouais. Comment? Madame Marguerite, et il y avait des Madame Marguerite ou des Monsieur Margueritin, je ne sais pas, mais ils avaient tout pouvoir sur nous et c'était leur parole et pas une autre parole qui devait passer. Voilà. Bien, alors, quand on entend et quand on voit Annie Girardot jouer cette pièce, c'est vraiment une petite merveille et elle s'est investie totalement dans ce personnage qui lui allait très très bien. Voilà. Et alors, nous avons voulu nous la remonter, c'est pour ça que je m'intéresse à ce texte. Nous avons voulu la remonter, c'est en 2015, et malheureusement, donc la personne qui devait reprendre ce rôle
Il y a un problème à titre privé et il a dû abandonner l'actualité. Et depuis, on n'a pas trouvé une personne pour remonter la pièce et jouer ce monologue qui est assez long quand même, qui doit faire 1h20 à peu près. Donc, il faut quand même le tenir sur scène et toute l'énergie que ça demande. Voilà. Une pièce à combien de personnages? Une seule? Un seul. Une seule personne. Un seul. Ah, c'est une seule personne, c'est un monologue. Ouais, c'est un monologue. Hein. Ah oui, elle prend en partie les élèves, mais qui ne sont pas là. Dans l'absolu, dans ce monologue, elle peut faire une adresse publique à une personne qui est plus jeune, voilà, mais elle utilise ça en termes d'adresse publique. C'est un monologue. Une pièce à conviction, quoi. C'est une pièce à conviction. Il faut vraiment beaucoup de conviction, mais c'était le cas d'Annie Girardot aussi. Ah bah, c'est sûr, oui. Ouais. Donc c'est à eh bien, merci Bernard de nous avoir fait découvrir cet auteur, ce texte. Très bien, vraiment très bien. Ouais. Donc voilà, des auteurs variés, des textes variés à chaque fois. Voilà, j'espère que tous ceux qui nous regardent ont passé un bon moment. En tout cas, nous, à chaque fois qu'on en parle après, on se dit, on aime bien lire, en tout cas. Enfin, vous, surtout, parce que moi, je n'ai pas encore lu beaucoup. Mais bon, ça viendra un jour. C'est vrai. Voilà, je vais me préparer aussi. Je vais me préparer. Donc voilà, merci aux participants. Merci aux auditeurs, spectateurs, soit en direct, soit en replay sur les différents réseaux que je vous ai annoncés. La semaine prochaine, ça sera encore une spéciale lecture, mais on va essayer d'innover un petit peu, de faire une spéciale duo. Donc, de se dire, il peut y avoir des couples, des duos informels, mais qui vont se réunir devant une même caméra, quoi, qui peuvent être pas trop loin l'un de l'autre, quoi, pour pouvoir être et de nous faire un texte à eux. Voilà, donc de nous faire un dialogue. Donc, voilà, il y en a déjà quelques-uns qui se sont portés volontaires pour jeudi prochain. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui veulent nous lire un texte à deux, parce que parfois, ça peut être un petit peu plus simple de lire à deux que de lire tout seul. Voilà, on est moins stressé, on est moins intimidé de lire à deux que tout seul. Bon, contactez-moi donc à ffta@cdutheatre.fr ou via les réseaux sociaux et puis on organise ça pour jeudi prochain. Donc vous verrez 2 têtes par écran la prochaine fois. Voilà, on va avancer comme ça. Donc on va couper le lien avec Facebook. Merci à tous nos spectateurs et puis les lecteurs, on reste encore un petit peu ensemble pour débriefer. Donc au revoir à tous, on fait un grand coucou à tout le monde. Et puis, dès que j'arrive à trouver ma souris. Et donc, portez-vous bien.